Cette table ronde sur le post-apo, l'idée en fait c'est de voir un petit peu la fascination pour les auteurs, parce que c'est bien beau de détruire, c'est bien beau d'imaginer des catastrophes. On a tous les types de catastrophes possibles en science-fiction, hein, de l'inondation à la guerre nucléaire. Mais pourquoi ça fascine autant les auteurs et de détruire et de commencer à reconstruire, puisque tout l'enjeu évidemment du post-apo, c'est pas tant de tout casser, c'est toutes les tensions inhérentes à la reconstruction de la vie, donc, et de la vie sociale. Autour de cette table ronde, 3 auteurs. Alors, tout là-bas sur votre droite, Olivier Gechter, qui a notamment signé des romans, Évariste et Le Baron Noir. Alors, c'est pas dans ses romans qu'il met essentiellement en scène le post-apo, mais il en met pas mal dans ses nouvelles, et notamment dans l'anthologie officielle des Utopiales, où, pour le coup, la vie se reconstruit à l'extérieur de la planète Terre, en attendant donc que la Terre soit de nouveau habitable. À ses côtés, Xavier Mauméjean. Alors Xavier Mauméjean, American Gothic, Kafka à Paris, La Société des Faux Visages, je ne cite que les derniers. Mais évidemment, on va parler notamment de la Ligue des Héros ensemble. Et puis, Xavier a notamment révisé et complété la traduction du Jour des Fous d'Edmund Cooper, donc il nous en dira un petit mot. Post-apo un peu particulier. Enfin, je ne fais pas de spoiler. Et puis Olivier Cotte, Olivier qui est scénariste de bande dessinée, historien du cinéma d'animation, illustrateur, écrivain, et qui vient de sortir Le Lendemain du Monde en bande dessinée. Donc là aussi, bande dessinée post-apocalyptique. Donc on va pouvoir en parler. Ce que je voudrais tirer de nos 3 auteurs, c'est un peu les intentions, vraiment rentrer dans leur tête et comprendre les fascinations de fin du monde. Et puis il nous rejoindra, c'est Karim Berouka, qui a notamment signé le Club des punks contre l'apocalypse zombie. Donc vous avez tout dans le titre. Paris est envahi par les zombies, c'est l'apocalypse, et il reste un groupe de punks. Donc voilà, et ils n'ont qu'une idée, c'est de mettre le drapeau de l'anarchie en haut de la tour Eiffel. Donc autre société qui se recrée. On va commencer simplement par contextualiser avec Xavier sur le post-apo. Un petit mot d'abord pour qu'on pose un peu les bases. Alors, le post-apo, vous l'avez bien présenté, c'est l'effondrement de la civilisation telle qu'on la connaît. Alors, vous l'avez dit, les raisons elles sont très diverses. Ça peut être une guerre, ça a longtemps été dans la science-fiction une guerre nucléaire, par exemple. Ça peut être un cataclysme environnemental, ça peut être une pandémie, un virus, ça peut être des zombies, effectivement. En tout cas, la société telle qu'elle existe s'effondre, et on en arrive à un état pré-politique qui rappelle les temps originaires, sauf qu'on a connu entre deux la civilisation. Donc il y a un décalage entre les ruines de ce que l'on a fait et cet état primitif, reprimitif. Et surtout, le post-apo fait arriver ce que les anthropologues et les philosophes appellent la licence, et qui est une liberté totale, pure, sans limite, donc sans droit, sans loi, sans morale. Et là, évidemment, tout est possible, toute action est possible, il n'y a plus de justice, et c'est seulement le plus fort qui a tous les droits, mais à condition qu'il reste le plus fort. Donc c'est le chaos généralisé. Et sur cette base-là, en général, dans les récits post-apo, il y a 2 tendances que vous avez évoquées, soit de s'y plaire, donc de semer le chaos, la destruction, etc., soit de tenter de rebâtir, si on tient vraiment à ce qu'il y avait avant, ou de bâtir autre chose. Voilà en gros. On va parler de vos intentions, parce que tout de suite, on évoque le fantasme de liberté. Donc il y a une espèce de fantasme de casser la société, les carcans sociaux. Est-ce que dans vos œuvres, que je vais parler aux 2 Olivier, est-ce que ça c'est une envie qui était présente? Par exemple Olivier, quand tu mets en scène donc dans ta nouvelle, dans Les Utopiales, une terre qui est complètement devenue inhabitable et une société qui se reconstruit, qui attend en fait, est-ce que ce fantasme de tout casser était présent dans ton travail d'écrivain, dans ton imaginaire d'écrivain? Alors pour cette nouvelle-là, pas forcément. Pour d'autres, clairement, oui. En fait, quand j'étais tout petit, dès que mes parents m'embêtaient, j'imaginais un monde où les adultes avaient soudainement disparu, post-apo, et je me démerde tout seul. Donc c'était un petit peu le principe. Quelque chose m'agace, c'est ce monde, il y en a marre. Tiens, qu'est-ce qui se passe s'il disparaît? Qu'est-ce que je ferais pour que ça recommence pas? Mais ça, petit à petit, j'ai commencé à moins le faire et plus à m'intéresser au traumatisme
des survivants qui me semblaient à moi un peu plus intéressants, d'où mon personnage dans cette nouvelle qui fait toujours référence à ce qu'il y avait avant et qui, pour lui, il n'est pas sorti de l'ère pré-apocalyptique, il n'a pas fait son deuil, et c'est plutôt ça, même au niveau société, la société ne fait pas forcément son deuil, et c'est plutôt là-dessus que maintenant je travaille. Mais avant, sinon, oui, effacer le tableau et recommencer, c'est quand même assez sympa comme jeu. Ouais, c'est un peu la hantise du passé, quoi, le fantôme de la société passée. Oui, parce qu'après la grande peste, on a bien vu dans les arts, ça a traumatisé tellement les survivants que ça se sent dans l'histoire des arts de l'époque, dans la littérature, ça a marqué. Donc si on avait le même cas, croisant des doigts, les survivants ne vont pas oublier et faire table rase complètement. Ils vont être quand même les deux pieds dans le drame et dans ce qu'il y avait avant. Olivier ? Oui, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que généralement, quand on termine un scénario, il y a deux cas de figure qu'on peut avoir. Soit le scénario se termine en fin de journée, soit il se termine en début de journée. Et alors, quand il se termine en fin de journée, ça veut dire que vraiment on a complètement bouclé l'histoire et qu'il n'y a plus rien à raconter. Par contre, quand il se termine, par exemple, au petit matin, ça signifie qu'en fait, l'histoire, le récit a été une sorte de ferment pour laisser d'ailleurs à l'appréciation du lecteur ou du spectateur de tirer les conséquences, et généralement positives, de ce qui a été mis en place. Et dans le post-apo, il y a quelque chose comme ça, sauf que ça ne serait pas des fins, ça serait du début. Il y a toujours eu cette fascination, dans l'absolu, on peut même penser au déluge, qui est une sorte de post-apo, et là on est justement dans le matin, c'est-à-dire qu'après, tout reste à reconstruire. Il y a clairement eu de tout temps une espèce de fascination pour la destruction et le recommencement, probablement parce qu'on a toujours une certaine forme d'insatisfaction par rapport au monde tel qu'il est, dans lequel on vit à un instant donné, qui est le nôtre. Xavier, je te voyais opiner. Oui, Olivier disait qu'on a toujours été fasciné par le post-apo. Le premier récit écrit que l'on ait conservé, à savoir l'épopée de Gilgamesh, qui doit dater de 3500 avant notre ère, c'est quand même l'éradication totale de l'humanité par le déluge, parce que ce sont les Mésopotamiens qui en ont parlé avant. Et qui est donc clairement un post-apo. C'est-à-dire qu'avant l'apocalypse de Saint Jean qui clôture la Bible, on a eu d'abord un post-apo. Le post-apo vient avant l'apo. Est-ce que tu peux nous parler d'Edmund Cooper, justement, alors du coup, pour Le Jour des Fous ? Alors, Edmund Cooper est un auteur anglais, oui, qui a écrit Le Jour des Fous, qui est un livre qui a son lectorat, qui a un ouvrage discret. C'est dommage parce qu'il a un potentiel, une puissance, une rage qui est au-delà, par exemple, de Je suis une légende de Matheson, auquel il est souvent comparé. Alors, le pitch de Le Jour des Fous, c'est suite à des radiations solaires, encore que c'est l'explication auquel parvient le héros, donc on peut en douter, tous les gens qui sont anormaux, alors ça aussi c'est discutable, mais qui présentent des singularités, par exemple les génies, les psychopathes, les malades mentaux en général, les gens atteints de tumeurs, etc., survivent. C'est-à-dire que le reste de l'humanité disparaît, et là on tombe effectivement dans un cas de figure là qui est le pur chaos, la licence absolue, puisqu'il n'est à aucun moment question de rebâtir quelque chose. Et le héros, qui est d'abord un survivant, qui est violent, est aussi un parfait égoïste, mais il est tout simplement adapté à son époque. Et donc j'ai eu l'occasion de réviser, surtout de compléter la traduction du roman de Cooper, et je me suis rendu compte que les éditions précédentes françaises avaient quand même couper des passages qui sont extrêmement violents et qui redonnent en fait de l'ampleur, de l'importance à ce roman. Donc Le Jour des Fous, Edmund Cooper, chez Terre des Brumes dans sa dernière édition. Ça date de 2008, c'est encore facilement trouvable. Il y a là, dans ce que tu dis, la confrontation du héros vraiment à l'apocalypse. On n'est pas encore au post-apocalypse. Et moi, ça me faisait notamment penser à ton roman Car je suis Légion, où là, on est en plein dedans. Et ça revient, enfin, on fait le pont avec ce qu'on disait juste avant. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, Car je suis Légion, c'est un roman qui est justement adapté d'un rituel qui a réellement existé chez les Babyloniens, qui est le rituel du Namburbu, et qui consistait, selon des périodes déterminées par les prêtres, donc des éclipses ou des naissances animales monstrueuses, à décréter la suspension du temps. Donc le temps était suspendu, donc si vous suspendez le temps, vous suspendez le passé, vous suspendez le futur, il n'y a plus d'avenir, vous suspendez le présent, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de coutume. Et donc on invitait la population à se massacrer, à se tuer, violer, à commettre l'inceste, etc., à répandre le plus de sang possible, de manière à régénérer les dieux qui étaient fatigués. C'était une sorte de contre-don. Et d'ailleurs, je suis persuadé que James de Monaco, quand il a fait La Purge, American Nightmare, a réadapté à notre époque contemporaine ce rituel. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, ça a existé, c'était un comportement, une attitude qui a réellement existé, mais que vous contrôlez le chaos. C'est assez fascinant. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'horizon d'événements autour d'un trou noir, c'est-à-dire que le chaos, l'apocalypse est contenu, et quand les prêtres et les autorités décident que bon, ça suffit maintenant, tout s'arrête instantanément. C'était passionnant à faire. Un post-apo qui s'arrête, une apocalypse qui s'arrête. Voilà, fini. Et du coup, il y a un post-apo parce qu'après, il faut vivre avec ceux que vous avez blessés, violés, etc. Là, il y a un vrai post-apo. Ah oui, parce que pour le coup, après, il faut penser un peu les conséquences, quoi, hein. Il vient de nous rejoindre, c'est Karim Berouka. On va parler, lui, d'apocalypse zombie avec le Club des Punks. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le roman et ce qui se joue pour les survivants? 1, 2. Bonjour. Qu'est-ce que je dois faire? Raconter l'histoire du livre comme ça? Oui, nous présenter comment tes punks en fait s'organisent pour survivre et quels sont leurs ils s'organisent pas, c'est des punks. Ça se passe dans Paris, donc un jour, un bon matin, une bande de punks qui habitent dans un squat se réveille et c'est le chaos, c'est l'apocalypse. Alors on ne saura pas pourquoi, parce que je sais pas. Et puis ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne s'organisent pas. Enfin si. Ils s'organisent un petit peu, mais ils survivent, car c'est la fin du monde. La première chose qu'on fait, c'est on survit. Et après, ils se réfugient dans un château, parce que les châteaux, c'est très bien contre les zombies, c'est bien connu. Il y a des grands murs, il y a des portes, il y a des ponts-levis, donc les zombies n'ayant pas encore appris la varap. Et voilà. Je ne sais plus ce que je dois dire, mais comme j'arrive et que j'ai la tête dans le cul, voilà. C'est l'apocalypse personnel. Merci. C'est un post-apo aussi. Leur première idée, c'était d'aller planter le drapeau de l'anarchie en haut de la Tour Eiffel. Oui, c'est très important, ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont survécu, une fois qu'ils sont enfermés, qu'ils pourraient rester, leur idée, c'est quand même d'aller faire une action politique. Disons qu'il y en a un parmi eux qui a un vieux rêve et qui se dit c'est le moment, quoi. Donc voilà. Mais bon, je conseille à personne de monter sur la Tour Eiffel pour planter un drapeau. Il y a des antennes en haut et c'est un peu dangereux, en fait. Donc fin du monde ou pas fin du monde, c'est pas une raison pour faire plus de conneries. Surtout tu vois, il n'y aura pas beaucoup d'hôpitaux pour te... Ouais, c'est un bon conseil du matin, de grimper par en haut de la Tour Eiffel. Évitez la Tour Eiffel, si vous voulez. Vous commencez par les jeux, les jeux de varap, dans les trucs pour enfants, là. Ouais, faut se préparer. Entraînez-vous pour l'apocalypse. Olivier, dans le lendemain du monde, donc on est sur une sorte d'apocalypse technologique. Pour le coup, comment ça se passe et comment réagissent tes héros? Puisque là, on était sur la réaction du héros face à la société désorganisée. Alors, généralement, ils réagissent très très mal parce que, clairement, dans le scénario, il y a des IA qui sont lâchés et qui infectent n'importe quel circuit. Et on est déjà dans un temps où on a des implants, donc en gros, on a une sorte de lèpre qui gagne le monde. Et qui peut rendre complètement stupide, qui peut tuer ou qui peut rendre génial. Ils réagissent, c'est selon, il y en a qui justement deviennent particulièrement brillants, et puis d'autres qui s'insurgent parce que déjà au départ ils étaient plutôt contre la technologie, et finalement sont eux qui ont le plus de chance, mais qui perçoivent par contre la situation de manière la plus négative, du type, vous voyez, je vous l'avais bien dit, j'avais raison. La technologie, c'est le mal. Voilà. Mais
Le sentiment que je voulais vraiment, par contre, faire passer dans la BD, c'est que elle est assez référentielle à Joseph Conrad, au cœur des ténèbres, parce qu'on remonte un fleuve pour aller vers un centre. Et puis, il y avait quand même... Et j'ai mis quand même pas mal de références là-dessus. Il y a quand même l'ombre de Ballard qui plane, parce que c'est clairement un des écrivains que j'apprécie le plus et qui m'a le plus impressionné personnellement, parce qu'il y a chez lui et il y a pourtant beaucoup justement de post-apo, il y a chez lui une certaine forme de nostalgie. Et surtout, la SF est traitée de façon beaucoup plus psychologique. Ballard se moque assez éperdument des causes technologiques. C'est pas du tout sa tasse de thé. Il préfère s'intéresser aux personnages et faire revenir en fait des espèces de bulles de souvenirs, des témoignages du passé, et tout ça dans alors selon les décors, dans de la pestilence ou alors dans de la sécheresse ou autre, mais dans tous les cas par le biais d'un univers qui n'est pas celui habituel des protagonistes. Ballard avec toute une série sur des inondations, absolument, le vent, ouais. Toute la série des années 60, début 70. Ouais. Le feu, et où sur l'apocalypse, ou tout le moins la catastrophe, on revient vraiment à des individus qui n'ont pas du tout le sort du monde en jeu. Ils ne vont pas arrêter le chaos, mais c'est un peu comme du Christopher Priest sur certains trucs. C'est vraiment l'enjeu est vraiment réduit à l'humain, à ces derniers. C'est un peu ce que tu voulais faire, toi? Oui, surtout qu'en plus, chez Ballard, parfois, ça leur arrive finalement d'apprécier la poésie de cette déliquescence du post-apocalyptique. Il y a, mais ça, je crois que c'est une affinité romantique avec... on aime les vieilles ruines complètement prises par la végétation, où on préfère les bâtiments neufs et propres, rutilants. Et chez Ballard, ou même par rapport au Lendemain du Monde, c'était plutôt l'aspect ruine. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont immergés, on est dans l'eau en permanence, ou presque. Il y a cette idée de toute façon qu'on doit plonger dans l'inconscient pour s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a beaucoup chez Ballard. J'ai deux questions à partir de là, puisque tu parles de l'eau. Est-ce qu'il y a une jubilation de l'écrivain à mettre en place justement un univers déliquescent? Est-ce que par exemple, Xavier, tu l'as senti dans le Jour des Fous sous la plume d'Edmund Cooper, ou dans Car je suis Légion, par exemple? Est-ce qu'il y a, on parlait de l'enfant qui casse tout, est-ce que vous, en tant qu'auteur, il y a ce plaisir-là de décor, en fait, Alors Xavier ou Olivier? Alors moi, j'ai commencé mes nouvelles justement par ça. La première nouvelle que j'avais faite, c'était en 2001 quand même. C'était un post-apo où justement le décor de la Terre plaisait pas aux extraterrestres qui venaient refaire la déco. Voilà, ça leur plaisait pas. Et donc toute personne qui trouvait leur goût déviant, éliminé. Donc ça, c'était vraiment une bonne poilade. Ça m'a bien plu. J'en ai fait 2 ou 3 autres comme ça. Mais à chaque fois, il y a la petite jubilation de se dire... qu'est-ce que je pourrais faire de bien tordu pour que mes personnages soient bien des gros survivants, qui n'aient pas le choix de jamais lâcher, sinon ils vont disparaître. Et donc à chaque fois, j'essaye de trouver le petit jeu intellectuel qui fait que, la petite difficulté qui fait que, tiens, j'ai un bon monde post-apo bien... Enfin, Mad Max, c'est un petit joueur à côté. Voilà. Il y a toujours le jeu d'essayer de trouver le petit truc difficile qu'on n'a pas déjà vu à la télé. Et pour moi, c'est un jeu de construction, franchement. Le fait que ça ait pété, ça ne m'intéresse pas vraiment. On peut décider que c'est des extraterrestres qui viennent changer la déco. Voilà, c'est pas ça qui est intéressant finalement. C'est une anecdote. Ce qui est vraiment sympa à construire, c'est derrière, quel beau merdier je vais pouvoir mettre en scène pour que mes personnages transpirent vraiment au maximum. Ça, c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Xavier, c'était pareil pour toi?
Moi, je me suis amusé une fois, bon, en dehors de Car je suis Légion, où il n'y avait rien à faire, tout était là, il suffisait de merci les Babyloniens, ceux qui ont fait tout le travail. Une fois, oui, je me suis amusé, c'est en fait dans La Ligue des Héros, qui est un faux roman steampunk, puisque en fait, toute la partie steampunk du roman est une sorte de réalité échappatoire qui se passe dans le futur. Donc la Terre est envahie par des créatures insectoïdes qui viennent d'une sorte d'univers parallèle. Et ça m'intéressait effectivement de télescoper les trucs improbables du style le steampunk, qui est très ordonné, très joli, avec ses jolies machines, ses dentelles, etc. Et du pur post-apo, avec à un moment la traversée de Londres au son des Sex Pistols sur un tank Scorpio, etc. Bon, c'était amusant le télescopage. Mais je reviens par exemple à Edmund Cooper, Le Jour des Fous. Ce qui était très intéressant, c'est que Cooper est anglais, et les Anglais sont quand même connus quand ils déjantent pour déjanter salement. Donc c'est quand même des maîtres dans le genre. Et Le Jour des Fous, il y a une jubilation de sa part, mais qui est totalement nihiliste. Déjà de faire que l'humanité en est réduit à ses anormaux, quels qu'ils soient. Un surdoué, c'est un anormal dans le bouquin de Cooper. Et avec une espèce de répétition de meurtres, de décapitations, de viols en pagaille, etc. Oui, lui, on voit qu'il y a une jubilation. C'est un roman qui est en avance de quelques années sur ce que sera la déflagration punk, hein, c'est évident. Karim, sur le plaisir de mettre en place un décor détruit, t'as ressenti ça aussi dans le club ou pas de le mettre en place, de tout casser, quoi. Ouais. C'est trop drôle. On peut se permettre dans un bouquin de casser tout Paris. Enfin non, on casse pas tout Paris, mais de détruire le monde, c'est marrant. Enfin, c'est pas une chose qu'on peut se permettre dans la réalité, mais non, c'est un plaisir. C'est de se dire on va tout casser, on va repartir à zéro surtout. Pas le fait de pouvoir casser des bâtiments ou des trucs pendant 400 pages, parce que c'est un peu lassant au bout d'un moment. Mais de se dire que voilà, on balaye tout, parce que bon, on a une société qui est quand même un peu complexe, et que si on veut créer quelque chose de nouveau, ça va être difficile à mettre en place. Puis d'un coup, tu as une grande apocalypse ou ce qu'on veut, un truc, un ouragan, une fin du monde, des extraterrestres qui refont la déco, ça c'est bien ça. Et à partir de ça, nous, on a enfin la liberté en tant qu'auteur de pouvoir tout reconstruire, et puis de pouvoir faire un peu soit une utopie, soit une dystopie, soit ce qu'on veut, quoi. Ou alors après, comme tu disais dans Ballard, d'observer ce monde et d'observer les gens, comment ils s'y adaptent. Bon, Ballard n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il y a plein de littérature post-apo qui ne s'intéresse pas trop à la destruction, mais plutôt à la reconstruction. Et ça peut être... Moi, c'est pas très post-apo, mais j'aime bien Bruce Solo dans ces romans où on se retrouve dans des sociétés qui, finalement, on ne sait pas comment elles sont arrivées là. On est sûr que ce qu'on connaît aujourd'hui a disparu, quoi. Et donc lui, il s'amuse à adapter, à observer comment les gens arrivent à s'adapter à des milieux complètement aberrants, quoi. Et je pense que voilà, si un jour on connaît une apocalypse, ce que je souhaite à personne, il faudra voir comment les gens vont s'adapter à des nouvelles conditions qui seront plus difficiles. On n'aura plus Internet, ça va être la galère. On n'aura plus Waze pour venir au Palais des Congrès, donc on arrivera encore plus en retard. Mais bon, voilà. On n'aura même plus Facebook, c'est dire. Putain, quoi. On n'aura plus de micro, oh là là. La littérature post-apo, elle s'est beaucoup développée évidemment au XXe siècle, hein, et encore plus sur la deuxième partie. J'ai une question en deux temps. C'est la question de la reconstruction, et puis c'est toujours la question de se demander aussi de quoi est-ce que c'est le nom un petit peu. On dit souvent par exemple le steampunk, ça peut être un défi par rapport à la technologie qui va un petit peu trop vite, sur une technologie qu'on peut comprendre. Alors je vais laisser ma question en suspens, histoire de vous laisser un peu mouliner. Et puis on va d'abord parler de reconstruction. Comment est-ce que dans ta BD, ils s'adaptent, les personnages ? Alors en fait, il y en a qui s'adaptent en
en changeant très peu les règles, c'est-à-dire en faisant du commerce. Finalement, c'est le moteur de l'humanité à peu près dans toutes les civilisations. Et là, il y a même, enfin, de par les possibilités offertes par les IA, il y a des et notamment la transformation de certaines personnes qui deviennent qui deviennent géniales, qui ont des capacités intellectuelles qui sont boostées. Il y a un commerce à faire parce qu'elles deviennent de la marchandise. Donc, en plus, je ne sais pas exprimer, mais on se situe de toute évidence en Afrique. Donc, on se retrouve avec de nouveau, finalement, une espèce de traite négrière absolument odieuse. En gros, les grandes sociétés se débrouillent pour tirer leur épingle du jeu en prenant ce qu'elles peuvent. Donc, quel que soit en fait le contexte, il y en a qui se débrouillent. Par contre, il y en a clairement qui meurent par milliers parce que ils ne peuvent pas s'adapter. De toute façon, il y en a un certain nombre qui sont suffisamment qui deviennent suffisamment fous ou malades pour mourir immédiatement, voire ils sont abattus comme des chiens parce que, en plus, on les soupçonne d'être porteurs du coup d'IA transformés. Il y a un petit peu si je puis dire, ça peut paraître un peu prétentieux, mais il y a un peu de camp de concentration de Dish dedans. C'est-à-dire que vraiment on peut devenir fou ou devenir génial. Ça révèle le pire et le meilleur. Oui, c'est ça. Ouais. Ce serait ça pour toi le post-apo, c'est un marqueur, un révélateur? À partir du moment où c'est une catastrophe, on est obligé de réagir, et là, ça dépend des gens. Xavier? Oui, il y a un test qui a été mis au point par l'école de Palo Alto à la fin des années 60, qui est le test du bunker. Donc vous prenez un groupe de gens qui se connaissent, c'est très important, et vous leur dites, bon voilà, dans 1 heure, les missiles arrivent, la civilisation s'est terminée. Il y a un bunker, et vous pouvez y mettre 2 personnes. Ces personnes, vous allez les choisir dans le groupe. Il y a, au choix, un médecin, non, un militaire, une vieille dame, un petit garçon, un prêtre, une prostituée. Et le test dure 1 heure, il est en temps réel. C'est un test qui pousse les gens à se déchirer. Bon, c'est le point que l'école de Palo Alto est appelée la choc thérapie. Donc tout le monde tout ressort, les gens règlent leurs comptes, etc. Bon, le prêtre, le militaire et la vieille dame ne sont jamais choisis, jamais. Et c'est invariablement la prostituée et le petit garçon qui vont dans le bunker. Avec cette idée justement à chaque fois qu'il faut recommencer la civilisation. Et ce qui est marrant, c'est que si le petit garçon est joué par quelqu'un que vous ne supportez pas, qui est exécrable, etc., il sera quand même choisi. Alors que si le mec bien du groupe fait le prêtre, il est condamné. Parce que ce qui compte, c'est la fonction et cette idée qui est qu'il faut absolument rebâtir à tout prix. Et c'est quand même assez inquiétant parce que ça veut dire que l'idée de l'espèce qu'il faut absolument tout recommencer passe sur la qualité ou la personnalité des individus. C'est la fertilité d'un côté et l'innocence de l'autre. Oui, c'est ça, voilà, c'est toujours ce qui choisit. C'était dans Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrevon, qui est donc une apocalypse douce, hein, puisque en fait l'humanité devient stérile et il y a 30% des gens qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire, par exemple. C'est l'apocalypse sans espoir, quoi. C'est un super roman, soit dit en passant. Comment il s'organise chez toi, Olivier, notamment dans la nouvelle des Utopiales? Alors, dans la nouvelle des Utopiales, en fait, il va falloir que je présente un peu le contexte rapidement. Donc, en gros, on a envoyé à une vitesse... Roland Lehoucq en parlait beaucoup mieux que moi tout à l'heure, hein, relativiste et tout. Bon, 300 personnes dans l'espace. Quand ils reviennent, des milliers d'années sont passées, ils tombent sur une boule de glace. La Terre a disparu, quoi. Il n'y a plus rien. Et ceux qui ont vécu l'apocalypse, ils ne sont plus là pour en parler, il n'y a plus une trace, a priori.
Donc, les survivants se disent, on va falloir tout reconstruire, dis donc. Je ne suis pas original sur ce coup-là, désolé. Et le meilleur endroit qu'ils trouvent pour se reconstruire, c'est pas sur Terre, parce que il y a du blizzard, la glace bouge, c'est pas possible. Il y a une trop grande épaisseur pour rejoindre le socle. Donc, ils posent sur la Lune, font une base sur place. Ils ont des moyens technologiques énormes. Ils n'ont que ça à faire. Donc, ils te construisent une petite base. Il y en a 200 qui repartent dans l'espace, voir si on ne peut pas trouver une autre planète. Et les 100 qui restent, tous les ans, on en réveille un qui vérifie que tout se passe bien, retourne se coucher. L'année d'après, on en réveille un, il refait son tour d'inspection. Et ça dure des siècles en attendant que l'expédition revienne. Et ça va prendre des milliers d'années. Ils sont tous là en train de se dire, j'espère que je serai encore vivant quand les autres vont revenir. Point. Et là, donc, j'ai fait mon décor. On attend juste que la Terre dégèle ou qu'on en trouve une autre. Et on a mis tous les moyens disponibles de l'humanité dessus. Mais vraiment tout. Les gens sont dédiés à ça, ils pensent qu'à ça. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui trouve une autre raison de s'inquiéter et se mette à se trouver un hobby créatif. Je vous laisserai découvrir. Mais pour moi, comme on disait, on choisit les deux qui peuvent refaire l'humanité. Si on les met dans le bunker et qu'après ils sortent, ils vont faire quoi? Ils vont repeupler, ils vont penser qu'à ça, recréer l'humanité. Là c'est pareil, sauf qu'ils ont pris tous les moyens disponibles, scientifiques, techniques, dont ils disposent. Ils sont tous ingénieurs là-dedans. Ah, ça va être horrible. Que des ingénieurs, ça va être chiant. Finalement, j'aurais pas dû. Et pourquoi est-ce que tu avais besoin d'une apocalypse pour ça? Parce que finalement, ce type de récit, tu aurais pu imaginer une colonisation ou autre chose. Je l'ai construit un peu à l'envers en fait. Au départ, je voulais parler de l'apocalypse en elle-même. J'ai fait 30 pages là-dessus, je les ai relues et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Donc j'ai bousillé mes 30 pages, j'ai gardé le décor et j'ai collé un polar. Voilà. Alors c'est vraiment, je l'ai fait à l'envers. J'ai pas voulu faire un polar post-apo. Je me suis dit, le seul truc qui soit intéressant dans cette saleté d'apocalypse chiante, c'est de coller un polar dedans. Voilà. Et du coup, je pense que c'est pas trop mal réussi, modestement, évidemment. Karim, c'est la même question. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de tes zombies, finalement, pour mettre en place tes punks? Enfin, tes survivants. Bonne question. Aucune idée. Pourquoi j'avais besoin de zombies? Parce que j'avais besoin d'une raison à ce que, un, le monde s'écroule, que deux, à ce qu'il y ait une sorte d'insécurité permanente, que trois, on puisse faire des pyramides de zombies à Disneyland. Enfin, ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est pas uniquement un décor. Dans une histoire, je voulais qu'il y ait des punks, des zombies, et généralement quand il y a des zombies c'est un peu la fin du monde, sinon c'est un peu chiant, mais voilà. Mais pour parler d'apocalypse, alors les trucs extrêmes comme ceux d'Olivier où il n'y a plus personne, ou l'expérience où il n'y a plus que 2 personnes, je ne sais pas si on peut recréer une civilisation à partir de 2 personnes, il faudrait qu'ils s'entendent et qu'il n'y en ait pas un qui ait un accident malencontreux dès la première semaine. Mais l'humain a quand même une faculté d'adaptation qui est assez incroyable. Et avant qu'on bousille toute la surface de la Terre et qu'on donne des conditions où les humains puissent s'adapter, ça paraît assez peu probable. Même si demain il y a une grosse apocalypse nucléaire ou écologique, il y a de grandes chances qu'il reste encore des gens, beaucoup moins. On divisera la population par 10, par 100, mais ça suffit largement pour recréer un monde et après on verra ce qui en ressortira. Mais le coup de ne plus avoir plus personne sur Terre, ça serait vraiment... je pense qu'on est mieux adapté que les dinosaures, par exemple, à survivre si jamais on se prend une grosse météorite. Donc il y a de l'espoir, je vous rassure. Il y aura peut-être des utopias l'année prochaine encore. Mais on sera plus que 3. Donc voilà. Finalement, on a beaucoup parlé d'apocalypse, on a beaucoup parlé de sociétés qui se désagrègent. On n'a pas beaucoup parlé de monde meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour casser, il y a une fascination pour comment ça se passe, mais il n'y a pas d'utopie. Est-ce que en tout cas d'essai d'utopie, est-ce que vous avez l'idée des romans qui essayent ça, et comment vous positionnez-vous en tant qu'auteur?
Il y a le texte terrifiant et le film qui en a été adapté, Apocalypse 2024, qui est tiré d'une novella d'Harlan Ellison, où c'est l'apocalypse, on suit un jeune homme et son chien qui ont un lien télépathique, et à un moment il va être enlevé parce qu'il est sain, donc il peut reproduire, c'est toujours cette histoire, et il va arriver dans une société... Il n'est pas stérile, en fait. Pardon ? Il n'est pas stérile, je crois. Oui, c'est ça, voilà, il n'est pas stérile, exactement, voilà. Et il arrive dans une société souterraine qui est glaçante parce qu'elle reproduit une espèce de happy life américaine années 50, mais qui s'est figée, justement. Et donc, dans Apocalypse 2024, on peut se demander si vraiment il ne faut pas en finir avec les utopies et assumer totalement l'état où on se trouve, quitte à effectivement construire quelque chose de radicalement nouveau. Mais le texte est bien parce que, en plus d'un post-apo, il propose une utopie qui, dans sa forme, est remarquable et qui est glaçante, en fait, qui est terrible. Il y a Octavia Butler qui essayait, dans la parabole du Summer, de recréer une société presque utopique et égalitaire, évidemment. Ça ne va pas forcément bien se passer. Olivier ? Je suis en train de penser à un film de Zardoz, de Borman, qui finalement est un post-apo avec la création... Mais bon, on est vraiment in media res, on voit pas on comprend qu'il y a eu une apocalypse, mais on est directement dans l'instant présent avec d'un côté la société idéale totalement isolée du reste du monde et les sauvages indispensables de l'autre côté du mur. Ça, c'est une bonne tentative. Après, elle est discutable quand on commence à analyser le film. Et surtout, en fait, on s'aperçoit tellement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça fonctionne finalement tellement peu que l'avenir du monde passe de nouveau par une destruction de cet ordre qui était pourtant censé être idéal et en plus avoir l'avantage de pouvoir sauvegarder le patrimoine passé. Tu veux dire que finalement, le post-apo serait simplement la métaphore des grands cycles et des grandes crises qu'a connues l'humanité ? Quelque part, oui. Le problème, c'est que si quelqu'un a une solution idéale pour créer une société parfaite, je veux bien l'entendre, mais c'est pas parce qu'on casse tout et qu'on recommence que ça va forcément mieux se passer après. Oui, on touche du doigt la dystopie, quoi, quelque part. Souvent. Dans certains cas, ouais. Souvent, oui. Ouais. De toute façon, généralement, les univers post-apocalyptiques sont pas très très sympas. Hein. Généralement, ils sont violents. Non, mais c'est vrai. On a de la violence, on a des dingues partout, on a des chefs. Enfin bon, tout à l'heure, on parlait de Mad Max. J'ai pas tellement envie de vivre dans un univers à la Mad Max. Hein. Surtout le 2. Karim, tu veux dire quelque chose ? Ouais. Non, mais dans mon bouquin, il recrée une société parfaite, hein, une sorte de communauté anarchiste voilà. Bon, alors, le problème des communautés anarchistes, ça marche très bien quand il y a 20 personnes et après, ça marche plus. Et puis après, il y a une intervention divine, donc ça peut plus marcher. Mais je pense que c'est aussi l'idée de... nous avons une apocalypse, nous avons une nouvelle société qui se reforme et elle est parfaite. Donc il y a Zardoz, il y a aussi Cristal Kisson, je crois que ça s'appelait, ou d'autres, enfin on va en trouver des dizaines. Je pense qu'aussi pour l'auteur, c'est pas hyper intéressant ou d'avoir trouvé enfin la société parfaite et de dire voilà, je vous raconte l'histoire dans une société parfaite qui suit la fin du monde, de notre monde qui n'était pas parfait. Je crois que c'était quand même plus intéressant un moment de trouver ce qui coince et de le révéler au fur et à mesure et se dire que non, finalement cette société qui est parfaite, qui est géniale et qui est celle dont tout le monde rêve, finalement ça coince. Et pourquoi ? Parce que finalement les humains sont peut-être pas faits pour vivre quelque chose de parfait, de fini, quoi. On a une continuité dans le temps et c'est fait pour évoluer, c'est pas fait pour être... je sais pas. Hein. Quelqu'un veut... Ouais, je vois un peu dans l'histoire des espèces d'apocalypses locales qui ont donné du mieux. Je pense l'effondrement de la civilisation, c'est les Mayas ou les Aztèques, je les mélange tout le temps.
quand les gens ont eu ras-le-bol de se faire ouvrir le ventre pour un oui ou pour un non, pour des prêtres complètement cinglés qui adoraient des dieux dégueulasses, ils ont fait leur petit apocalypse minute et sont retournés dans les bois cultivés pendant 400 ans tranquillement. Et on a eu le cas du retour à la nature comme ça, qui a donné a priori un mieux, vu que ce qu'il y a eu après a été plus stable que... Ça existe encore d'ailleurs. Ça a été plus stable que la civilisation qui a été entièrement détruite et dont il nous reste des magnifiques monuments. Donc je me dis que si on a un apocalypse, il peut en tirer du mieux, mais ça ne sera pas une utopie. Ça sera des gens qui cultivent les champs et qui ont peut-être compris qu'on va arrêter de se flanquer la houe en travers de la figure. Mais pour moi, l'utopie, le monde idéal après un apocalypse, c'est plutôt situé au niveau néolithique. Je ne vois pas mieux. Dès qu'on fait quelque chose de trop compliqué, une perfection, c'est quelque chose de complètement stable et il y a forcément des tensions qui vont enlever cet équilibre et ça ne tient pas debout. Ça peut pas, rien est assez stable pour garder la perfection intacte. Donc autant faire un truc simple, hein, cultiver votre précaré et voilà. Pour moi, le post-apo parfait, c'est ça. Olivier ? Il y a un point qu'il faut toujours... Il y a un... Vous entendez Olivier ? Oui. Bon. Il y a un point qu'il faut toujours garder de toute façon à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Tout est toujours en train de changer en permanence. Tout évolue, il y a une perpétuelle mutation. Alors, à un moment, un accident apocalyptique représente une cassure nette, très franche. Mais de toute façon, ce qu'il y aura après, même s'il y a une construction, qu'elle soit mauvaise ou parfaite, de toute façon évoluera. C'est pour ça que je crois assez moyennement en l'utopie. C'est triste à dire, hein. On est bien peu de choses, mais c'est parce que de toute façon ça ne peut pas durer dans le temps, comme n'importe quel autre système politique ou social. Xavier ? Oui, juste une chose, je pense qu'Olivier faisait référence aux Mayas. Mais les Aztèques eux-mêmes, ils ont connu, ça c'est un cas de figure intéressant, un post-apo parce qu'une autre culture extrêmement avancée, brillante, les a massacrés, ce sont les Espagnols. Donc ça c'est intéressant. Et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Karim, c'est que sur la notion d'évolution, et c'est vrai que le post-apo il propose une distinction qui est intéressante entre évolution et progrès. C'est la faillite du progrès, c'est fini, mais par contre l'évolution continue. Pendant les travaux, ça reste ouvert. Oui, il y a... Vas-y, Karim. Non, puis juste pour préciser, c'est qu'on parle d'apocalypse comme si ça arrivait régulièrement, mais en fait, on n'en sait rien. Il n'y a jamais vraiment eu d'apocalypse à un stade planétaire, donc Enfin, si, les dinosaures, mais ils écrivent moins de livres. Ouais, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces. Mais ils ont survécu techniquement. Les oiseaux, les poulets, voilà. Les poulets, c'est des anciens dinosaures qui ont réussi. Hein. Ça met en perspective les poulets quand même. Sur une science-fiction qui se nourrit d'elle-même, est-ce qu'il faut, pour faire maintenant un livre post-apo, beaucoup avoir lu de post-apo, regarder de post-apo? Olivier, tu en faisais référence chez Ballard. C'est aussi le cas par exemple chez les zombies. Est-ce qu'on peut faire du post-apo aujourd'hui comme on en faisait il y a 40 ans? Je pense pas. Je sais pas si ça fonctionne. Oui. Je sais pas. De toute façon, sur n'importe quel thème, en gros, si on n'a pas lu un minimum de variations, on risque de retomber dans les mêmes ornières qui ont déjà été explorées, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis de toute façon, toute l'idée, c'est d'essayer de s'amuser à trouver d'autres cas de figure. Donc il faut absolument regarder tout ce qui s'est fait. Alors c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le thème est particulièrement à la mode. Avant, il y a eu pendant les années 70 toute une série de films catastrophes qui sont arrivés, qui n'étaient pas forcément du domaine de la science-fiction, mais on aimait bien les destructions. Surtout, c'était bien spectaculaire. Et maintenant, en fait, on commence plutôt à s'intéresser au après. Je ne dis pas que ce soit totalement nouveau, parce que bon, Le Survivant, par exemple, est un film assez emblématique, mais c'est comme si on avait un peu peur de l'avenir et que finalement, par la fiction, on essayait de prendre les devants tout de même. Et du coup, je pense qu'on a plutôt tendance aussi à beaucoup plus se documenter scientifiquement qu'avant. Olivier ?
Bon, je suis un gros ignare au niveau cinéma. Je crois que j'ai arrêté de regarder des films dans les années 90. Je suis désolé. Mais bon, Soleil Vert m'a suffi. Je l'ai regardé quand j'avais 8 ou 9 ans. J'en ai fait des cauchemars et j'y repense assez régulièrement. Rien que ça, pour moi, c'est le... Enfin, c'est même pas du post-apo, là. C'est de la peau avec aucun espoir derrière. Donc ça m'a bien aidé à alimenter la machine derrière. Et après, les rares post-apo que j'ai vus, c'était plutôt du Mad Max où c'est juste un gros ring pour se mettre sur la figure. Ça n'a pas un grand intérêt en soi, je trouve. Est-ce que toi, j'ai vu Mad du Max, zombie, Oui, j'ai lu du zombie, pas parce que mais je trouve ça intéressant de lire des bouquins qui se rapportent aux zombies, soit au post-apo, pour justement voir ce qui s'est déjà fait, puis surtout ça permet d'avoir des idées, en se disant tiens, il y a tel truc d'aborder, mais c'est pas abordé comme ça. Tiens, je pourrais essayer. Ça peut donner des pistes. Maintenant, on peut aussi écrire des trucs, je pense, qui ont déjà été faits en prenant des approches un peu différentes. On l'a dans certains styles de littérature où c'est un peu toujours la même histoire, et de temps en temps, il y en a une qui ressort. Et ce que je voulais dire par rapport à la mode post-apo, elle correspond un peu à ce qu'on vit au niveau d'une société. Dans les années 50, 60, il y en a eu énormément aux États-Unis, qui correspondait vraiment au pic de la guerre froide, où les gens étaient quand même assez persuadés qu'ils allaient se prendre une volée de bombes nucléaires sur la tête. Nous, aujourd'hui, on arrive dans une sorte de cul-de-sac, en fait. On ne sait pas trop, on a du mal à prévoir l'avenir. On a une société qui est un peu sclérosée les gens n'ont pas beaucoup de vues sur le futur, et il y a cette peur qui grandit de est-ce que ça va durer comme ça, est-ce que la crise va continuer à être la crise. Et je pense que le zombie qui est très très à la mode représente un peu la peur un peu incarnée d'un truc qu'on n'arrive pas très bien à définir, et que les premiers post-apo qui datent du début du siècle, c'est aussi des périodes de tension, et je suis pas certain, mais je pense quand même que quand la société a peur, elle écrit ses peurs, en fait. Elle essaie de les exorciser peut-être, ou de les analyser en écrivant pour l'occasion, nous on fait du post-apocalyptique, et voilà. Xavier ou Olivier? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est la volonté qu'a depuis quelques décennies la fiction occidentale de proposer une sorte de mélange qui est le chaos contenu. On citait comme film American Nightmare, La Purge, qui, j'en suis persuadé, l'adaptation de ce rituel babylonien, mais vous avez aussi Rollerball et tout ce qui est jeu de violence, qui est une volonté par crainte, effectivement, d'inquiétude, etc., d'accepter la fatalité de la violence, mais à condition qu'elle soit cadrée par l'ordre, etc. Et par exemple, il me semble, que les zombies dans le cinéma américain ont évolué. Par exemple, dans les années 70, ils sont plutôt à grands traits, mais je me trompe peut-être, plutôt le signe d'une sorte de joie, de destruction, de contre-culture. On flingue les hypermarchés, etc. Et que dans une certaine tendance américaine du cinéma actuel, c'est plutôt le fait de voir arriver les forces spéciales, les hélicoptères, etc., qui fait que, ouf, on est rassuré, il y aura toujours l'ordre si jamais on est attaqué par le chaos. Donc même le symbole me paraît évoluer. Et il y a cette volonté, donc, de la société de composer avec le chaos, le post-apo ou l'apocalypse contenu. Il y a à la fois une défiance par rapport à l'ordre social et en même temps une volonté d'ordre social. Enfin, il y a une bataille entre les deux, quoi. Ouais, alors, hors fiction, il y a quelque chose qui est assez intéressant hors fiction, justement, quand on veut essayer de trouver des idées post-apo. Il y a tout un mouvement souterrain, pas trop dur à trouver quand on cherche un petit peu, de survivalistes, même en France, qui ont des capacités techniques franchement, moi qui suis assez bricoleur et qui aime bien tout faire moi-même, il y en a un paquet qui m'épate, et qui ont leur propre théorie sur ce qui va se passer. Il y en a 75 différentes, c'est assez excellent. Et vous voyez, là, vous voyez justement la multitude des peurs
de chacun et au-delà de on va simplifier, on va montrer des zombies, ça, si vous voulez avoir des idées, si vous écrivez des nouvelles, allez plonger avec un pince-nez des fois chez les survivalistes, il y a vraiment des choses très très intéressantes à en tirer. On a dit beaucoup de choses sur le post-apo, miroir de nos peurs et de nos craintes, presque plus finalement, ce que je retiens, presque plus sur la question de l'organisation de l'après. Dans tout ce qu'on a dit, ce qui revient fort, c'est quand même notre monde d'aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos auteurs? Oui, monsieur. Hop. Le micro arrive. Oui. Bonjour. Oui, le début de vos échanges m'ont fait penser à Daesh, parce qu'on est bien dans le post-apocalyptique, dans les zones qui ont été occupées par Daesh actuellement. Donc je voyais la fuite dans l'imaginaire, l'existence de vos auteurs par l'imaginaire, disons, comme une façon de régler ce problème d'un monde qu'on a envie de détruire parce qu'il est insupportable, insaisissable, trop complexe, etc. Mais ça m'a fait penser un peu aux motivations de ceux qui s'engageaient comme djihadistes. Sauf que vous avez eu l'imaginaire comme échappatoire, et si vous n'aviez pas eu l'imaginaire et la culture, qu'est-ce que vous auriez fait? Du sport. Non, mais je pense que ça n'a rien à voir. Hein. Daesh, c'est un mouvement qui est un mouvement, voilà, on peut en dire du bien, hein, c'est des abrutis, mais c'est une guerre de religion, c'est des guerres comme il y en aura, et il y en a eu tout le temps, et dans les guerres, il y a des destructions, effectivement, il y a des villes qui brûlent, c'est arrivé un peu partout dans le monde, et malheureusement, ça arrive encore. Mais le côté apocalyptique, il n'est pas... déjà, c'est très localisé, hein. Et puis bon, je pense pas qu'on a d'idéologie, c'est surtout ça.